Madame, Monsieur, bienvenue sur le plateau de Regard sur le monde. Si la mobilisation des ressources intérieures occupe une place centrale dans le financement du développement durable d'un pays, alors les recettes fiscales constituent la source première de ce financement. La fraude, la parafiscalité, l'évasion fiscale deviennent alors des obstructions au prélèvement pécunier effectué par l'État pour renflouer ses caisses. Une dure réalité qui frappe pratiquement toutes les économies du monde. Au lieu de promouvoir le civisme fiscal, ces pratiques entretiennent solidement son antithèse, à savoir l'incivisme fiscal. Dans les pays en développement comme celle du Gabon, il est urgent de mettre en place ces mécanismes. Et donc, il est de bon ton tout au long de cette émission d'articuler notre débat autour du thème promouvoir le civisme fiscal. Alors, pour débattre de ce thème, je reçois comme invitée Mme Hélène Florence Zoua-Ondo, conseiller fiscal agréé CEMAC, inspecteur principal des impôts, directeur général du cabinet Fisc Consult, secrétaire exécutif du think tank fiscal. Elle est diplômée de l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand, diplômée de HEC de Montréal au Canada, diplômée de Paris 1 Panthéon, Sorbonne en France, diplômée de Paris 13 Sorbonne en France. Elle est donc une ancienne directeur générale des domaines, ancien conseiller du directeur général des impôts, ancien conseiller du ministre, ancien administrateur à Gabon Télécom SK, ancien administrateur à Libertis SA. Voilà, Madame Hélène Florence Zoua-Ondo, tout votre bagage, aussi bien intellectuel que professionnel, c'est pas lourd, non, à porter? Bonjour Madame Janice, je suis heureuse d'être ici et je vous remercie d'avoir recours à nous autres qui ne sont pas visibles au Gabon, de me donner la possibilité de parler de mon métier. La fiscalité, c'est mon job, comme on dit au quartier, c'est mon job. C'est en même temps lourd, en même temps léger. C'est surtout utile à mon pays, le Gabon. Les gens ont le droit de savoir. Et l'État a le droit de savoir. D'accord. C'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau de Regard sur le monde. Eh bien, je vous décline très rapidement la tradition. Nous allons suivre un document qui, justement, parle de votre cher métier, comme vous l'adorez. Et alors, vous allez réagir très rapidement. Et puis, nous allons engager le débat dans le sens, justement, pédagogique pour enseigner. D'accord? Ça me va. Alors, donc, si vous êtes prête, on va vous en prie. Ce document. On y va. Selon l'OCDE, Organisation de coopération de développement économique, les pays en développement multiplient leurs efforts pour accroître leurs recettes fiscales. Face à la récession mondiale et à l'amenuisement des fonds consacrés au développement, les ressources des pays doivent être mobilisées pour financer le développement durable, résorber les inégalités, offrir des services publics et construire les infrastructures nécessaires à une croissance inclusive. Un moyen prometteur de mobiliser les ressources intérieures consiste à favoriser l'émergence d'une culture du civisme fiscal fondée sur les droits et les responsabilités, culture en vertu de laquelle chaque citoyen considérerait que le paiement des impôts est une composante à part entière de la relation qu'il entretient avec la puissance publique. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule en son article 14 que, je cite, « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. De cette légitimité de l'impôt, le contribuable soucieux de l'utilisation qui est faite de l'argent public se considère beaucoup plus comme un client plutôt qu'un simple usager de la fiscalité. Et l'administration fiscale endosse l'entière responsabilité de faire comprendre aux contribuables clients que l'impôt est collecté pour le bien collectif. Autrement dit, pour bénéficier des différents services offerts par l'État, il faut payer l'impôt. Mais d'un autre côté, il est reproché à cette même administration de fléchir plus en faveur des mesures répressives, accompagnées de pénalités adossées aux résistances qui obstruent la promotion du civisme fiscal. Du coup, cette problématique est peu mise en valeur.
Et cela amplifie les fléaux de fraude fiscale, de l'évasion internationale et autres évitements fiscaux. Un ensemble de facteurs qui soumettent à rude épreuve le civisme fiscal déjà fragile. Nous avons encore en mémoire le grand déballage d'avril 2016, lorsqu'un consortium de journalistes expose sans retenue des millions de documents du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, spécialisé en création de sociétés écrans. L'affaire des Panama Papers a enflammé l'actualité internationale par le désemballage de toutes sortes de camouflages et de montages des transactions financières illégales ayant développé l'incivisme fiscal, et c'est le moins qu'on puisse dire. Secoué par ce scandale du siècle, juriste perverti, avocat pourfendant la loi, son propre instrument de travail, homme d'affaires véreux et personnalité politique sans foi ni loi, tente quand même de justifier l'évitement fiscal qui creuse les inégalités et ruine les sociétés en indexant une législation répressive. Mais le vrai problème ici, c'est l'indiscipline fiscale érigée en mode de gestion financière, brisant ainsi la relation de confiance entre les contribuables et l'administration fiscale, maillon clé du civisme fiscal. Le Gabon, comme bon nombre de pays africains, n'échappe pas à cette dure réalité. Alors, Madame Zoua Ondor, vous venez donc de suivre là un peu un résumé, hein. Je sais que ce n'est pas exhaustif. J'ai essayé de résumer une compilation de documents pour avoir ce document-là. Alors, comment vous réagissez? Ai-je bien fait ou pas? Vous, la spécialiste. C'est un document qui a été fait par une spécialiste que vous êtes, madame. Vraiment? Mes félicitations. Merci beaucoup. Parce que dans votre document, nous trouvons la notion de confiance qui est brisée. Nous retrouvons dans la Déclaration des droits de l'homme, là-dedans il est dit « Chacun contribue en fonction de ses facultés contributives ». Quand nous parlons de Panama Papers, ça veut dire que ce sont les gros qui doivent contribuer, ne payent pas. Donc, ça rompt cette égalité de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, auquel notre pays a souscrit. Là-dedans, vous parlez de l'évitement fiscal, qui est effectivement fait par les gros. Vous parlez des avocats véreux, qui font de l'optimisation fiscale. Donc, tous les sujets, toutes les causes du civisme fiscal se retrouvent dans ce document. Et c'est un très bon document. Je vous en félicite. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur, en tout cas, parce que je sais que vous êtes une femme très rigoureuse dans votre métier et que vous êtes très dure pour des compliments. Merci beaucoup. Ça me va vraiment droit au cœur. Et j'en suis très ravie. Je vous en prie, madame. OK. Alors, maintenant, on va dans le débat. On parle beaucoup, justement, comme je viens de le dire, hein, impôts. C'est quoi vraiment l'impôt? Et quels sont les différents types d'impôts? Quel contribuable doit payer? On va d'abord partir là parce que tout le monde parle impôts. J'entends, on doit payer les impôts. Dans nos bulletins de salaire, on voit on paye des taxes, on paye les impôts. Tout ça dans la confusion totale, mais on ne maîtrise véritablement pas qu'est-ce que c'est et combien de différents impôts existent-ils? Je vais résumer globalement. Bien sûr. Il y a des impôts que les entreprises, on appelle ça des personnes morales, doivent payer. Il y a des impôts que des particuliers, personnes physiques, doivent payer. On va d'abord prendre les entreprises. Globalement, nous parlons de l'impôt sur les sociétés, sur le revenu des entreprises. Ça s'appelle l'IS. L'impôt sur les sociétés, c'est les sociétés qu'on appelle les SARL, les SA, ils payent généralement l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire à la fin de l'année, ils font leur comptabilité, ils font la balance. S'il y a un bénéfice, c'est sur ce bénéfice qu'il y a la taxe l'IS. D'accord. Voilà, je schématise. Bien sûr. Je schématise. Et pour les individus, par exemple, vous dans votre fiche de salaire, vous voyez souvent qu'on vous paye l'IRPP. C'est votre employeur, en vous versant des salaires, retire l'IRPP de votre revenu, il le reverse aux impôts. D'accord. Et évidemment, à la fin de l'année, vous devriez
faire votre déclaration, parce qu'au Gabon, l'impôt est déclaratif. Vous devez déclarer vous-même. Et quand vous déclarez tous ces différents précomptes. On a payé des impôts pour vous. Ensuite, vous déclarez vos charges. Si, à la fin, on balance et que l'État vous doit, généralement, l'État rembourse. D'accord. Mais chacun doit faire sa déclaration à la fin de chaque année. Les particuliers aussi peuvent. Évidemment, les mais particuliers. Mais ce n'est pas une culture qu'on connaît chez nous au Gabon, non? Ça n'existe pas. Le problème qui se pose ici, c'est un problème de culture. Oui. Qui dit culture, dit effort. La culture fiscale, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Culture veut dire acquérir de bonnes manières, des bons réflexes. Et nous devons faire la sensibilisation aussi bien pour les contribuables actuels que les contribuables en devenir, donc dans des écoles, avoir la culture fiscale. C'est très important pour un pays comme le nôtre. Surtout, nous parlons de la restructuration, la mise en valeur nous reparlons de la restauration des institutions, la restauration des valeurs. Au niveau des impôts, c'est justement, il faut restaurer le civisme fiscal. Ça commence par la notion de culture fiscale. Ok. Vous dites que le système déclaratif est déclaratif. Déclaratif, c'est que vous déclarez. Oui. Vous déclarez ce que vous devez payer. Ensuite, l'État fait le contrôle après coup, donc a posteriori. Mais on ne fait jamais ça chez nous au Gabon. Vous devriez. Sauf seulement les entreprises. Mais les particuliers, non. Devraient. Tout le monde doit faire sa déclaration fiscale. Alors, l'État doit beaucoup aux citoyens gabonais dans ces conditions-là. Pas forcément, ça dépend. D'accord. C'est plutôt l'État qui perd. D'accord. L'État perd beaucoup d'argent. Parce que c'est toujours des entreprises qui ont pignon sur eux qui sont contrôlées. D'accord. Et les autres contribuables. Nous disons contribuables. Il y a non seulement les entreprises, les personnes morales, il y a aussi des personnes physiques. Ok. Alors, je vais revenir, je suis toujours dans la définition des termes, parce que ce sont des termes que tout le monde manipule sans véritable en saisir le sens. Et donc, je voudrais m'arrêter aussi, m'appesantir sur le mot contribuable. C'est quoi? Nous le disons tous, hein. Oui. Voilà, le détournement des deniers publics, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable gabonais. Alors c'est quoi? La personne qui contribue, la personne qui paye. Vous venez de parler dans le document qu'on a vu, la notion de service de client. Parce qu'il fut un temps, le contribuable, la personne qui contribue, il y avait la notion de gendarme et de voleur. Ah, d'accord. Ensuite, il y a eu l'évolution des mentalités. Bien sûr, de mutation. On a atteint la notion de service public et de client. Ça suppose que l'État, l'administration fiscale, doit rendre un service à cette personne qui contribue pour le bien commun. D'accord. Et là-dedans aussi, c'est ça le contribuable, la personne qui apporte son argent, qui contribue pour que l'État puisse faire des services publics, par exemple, faire des routes. Construire des écoles. Les hôpitaux. C'est l'argent que l'État perçoit du contribuable. Il fait ces choses-là. D'accord. Ce n'est pas la seule source de revenus de l'État, puisque nous parlons des impôts. Bien sûr. Voilà. Vous avez parlé de la parafiscalité. La parafiscalité, effectivement, ça a une connotation un peu négative, parce que c'est un terme qui a été utilisé à tort et à travers. D'une manière globale, la parafiscalité sont des prélèvements qui sont opérés au bénéfice d'autres institutions autres que l'État. D'accord. Ce qu'on appelle la parafiscalité. Nous voyons surtout l'argent que les gens demandent au niveau de la mairie. Oui. Quand on vient, on fait la route, les bacs-chiches, ce que les gens appellent en gros la parafiscalité. C'est ce qui est le plus visible. En fait, c'est par exemple une taxe qui a une affectation particulière, qui ne rentre pas dans le budget de l'État directement, ça peut rentrer dans le budget d'une institution ou d'une collectivité territoriale. Sauf qu'on remarque quand même ici au Gabon,
la parafiscalité est perçue de plus en plus dans le sens négatif en raison de la multiplication, la multiplicité des taxes qui sont déversées sur les marchés ou bien au niveau du port, par exemple, pour délivrer les marchandises. Vous payez une série de taxes. Bon, évidemment, le contribuable moyen ne peut pas le comprendre. C'est tout à fait exact. C'est pour ça qu'il y a eu une loi de finances, qui a dit pour qu'une une taxe soit valable, il faudra qu'elle soit contenue dans la loi de finances. Voilà. Donc, il faut que ces taxes-là apparaissent dans la loi de finances pour qu'elles soient applicables. Parce qu'il fallait mettre de l'ordre. Toutes ces petites taxes sont parfois utiles, mais l'usage, la perception que le contribuable en fait est une perception négative. Donc, avant de créer une taxe avec une destination particulière, je pense qu'on devrait vraiment faire des recherches pour voir si c'est utile, voir tous les contours de l'affaire, et qu'au bout d'un certain temps, voir si cette taxe-là a atteint l'objectif visé. Or, c'est là où le bas blesse, parce que on décide de la création des taxes comme ça à toute tête, sans prendre vraiment le temps de bien étudier tous les contours de cette taxe et on l'applique. Et surtout, c'est appliqué généralement sur les petits commerçants, sur les commerçantes, les petits commerçants du marché. Et donc, ils crient à longueur de journée, effectivement, parce que c'est quand même aussi leur porte-monnaie qui en pâtissent, qui souffrent. Je comprends ces deux choses, entre la création, la mise en place d'une taxe et son application. Les individus qui appliquent la taxe, est-ce que ces individus ont dans leur tête la notion de service public? Est-ce que ces individus ont dans leur tête que cette maman du marché est une cliente et qu'il ne faut pas la traiter comme un voleur? Bien sûr. Eux non plus, ce ne sont pas des gendarmes. Bien sûr. La notion de client, comme vous l'avez vu dans le reportage, la notion de client doit prendre le dessus. Doit prévaloir. Doit prévaloir. Donc, faudra établir une confiance entre le contribuable et l'État. L'État, c'est qui sont ses administrations. Bien sûr. Ils doivent comprendre que ça a évolué. Ça a évolué. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle. Tout à fait, ça a évolué. Et que cette maman qui paye, elle doit savoir pourquoi elle paye. Et ça sert à quoi? Parce que si cette maman a l'idée que l'argent là ne sert à rien, il y a une certaine souffrance. Il y a une certaine souffrance. Donc, elles crient, elles se plaignent, elles augmentent leurs produits qu'elles vendent. Et c'est un cercle vicieux. Et du coup, c'est la vie chère. C'est tout ça qui contribue à la vie chère et à l'incivisme fiscal. Tout à fait, l'incivisme fiscal. Moi, je pense que si toutes ces petites taxes-là, qui touchent surtout la majorité des petits commerçants, des petits porte-monnaies, il faudra y réfléchir. Il faudra y réfléchir et essayer de trouver un système qui permet d'alléger. Bien sûr. Tout à l'heure, il y a un chef d'entreprise qui m'a dit ceci. Souvent, quand on voit les gens là arriver dans nos bureaux, souvent ils arrivent en groupe. Qu'est-ce que je fais? Je demande au comptable, il y a combien dans la caisse? Sans même chercher à savoir s'ils ont un papier ou pas, on leur donne l'argent, ils s'en vont. J'entends souvent ça. Ça voudrait dire que ce chef d'entreprise veut payer... C'est une pratique courante au Gabon, hein? Oh oui, il veut payer la tranquillité. Il ne sait même pas si ce qu'on lui demande est vrai. Il veut payer la tranquillité. Il me dit souvent, ils viennent un peu avant la rentrée scolaire. Ils reviennent en fin d'année. Parce que j'entends souvent. Bien sûr. Est-ce que c'est vraiment la taxe telle qu'elle a été instituée et appliquée telle qu'elle? Plus personne ne se pose des questions. Parce que le chef d'entreprise paye la tranquillité. Et quand le comptable paye, dans ce cas, il ne m'a pas dit qu'il y avait un reçu. Il y avait une quittance. Donc, il faut faire la différence entre l'application, la création d'une taxe et son application par des individus. Il faudra que ce genre de comportement cesse. Bien sûr. Ça doit cesser. Parce que nous tous, nous en pâtissons. La vie chère, tous, un bâton de manioc qui doit coûter 250 va coûter 500 francs.
Évidemment, parce que la maman qui à longueur de journée paye des taxes, parfois elle ne sait même pas pourquoi elle les paye. Une floraison de taxes. Elle ne sait pas, elle ne cherche pas à comprendre. Donc, il faut bien qu'elle vive. Elle a des enfants à nourrir. On dit quand une femme a l'argent, la famille mange. Il faudra bien qu'elle fasse bouillir la casserole. Qu'est-ce qu'elle fait? Son manioc, elle va augmenter le prix. Et ça devient un cercle vicieux, nous sommes d'accord. D'accord. Alors, vous êtes conseil fiscal et vous rencontrez effectivement ces contribuables clients et d'autres personnes. Alors, souvent, d'après ce qu'ils vous disent, comment on peut appréhender les causes et les conséquences de l'incivisme fiscal? C'est vrai qu'on a on aborde un tout petit peu la question, mais je veux directement la poser comme ça pour que vous donniez de plus humbles informations. Explications. L'incivisme fiscal, c'est un fléau. Là, au niveau des gros, nous venons parler de Panama Papers. Vous avez parlé de l'évitement fiscal, de l'optimisation fiscale. C'est quoi? Généralement, ce sont les gros qui font l'optimisation fiscale. Qu'est-ce que c'est? Ils parlent d'une loi qui existe, sans vraiment frauder. C'est le côté négatif de la loi. Ouais. Ils maximisent une loi à leur profit. Donc, ce n'est pas vraiment une fraude, mais c'est l'optimisation fiscale qu'ils font. Au niveau des tout petits contribuables, ils n'ont pas toujours cette possibilité. Voilà pourquoi ils crient au loup. Il y a des causes, nous venons d'en citer, c'est l'application des textes, la prolifération des textes, le manque d'information, le manque de confiance vis-à-vis de ces administrations, la perception que se fait du contribuable de l'usage de ce qu'il donne, de sa contribution. Il y a des causes, elles sont là. Et puis, il y a l'inéquité fiscale. C'est-à-dire, si le contribuable a l'impression que la justice fiscale n'est pas appliquée, ben, il cherchera à faire des méthodes d'évitement fiscal ou de faire tout simplement, je ne dis pas le mot, la corruption. D'accord. Alors maintenant, et c'est l'État qui perd. D'accord. Maintenant, comment on peut lutter contre ce fléau-là? C'est vraiment un fléau. C'est un fléau dans le cas du Gabon. Puisqu'on est dans le cas de la restauration des institutions. Il faut commencer par rétablir la confiance en nos institutions. La confiance au niveau de l'administration fiscale. La confiance au niveau de ces différentes institutions ou collectivités qui ont la délégation de percevoir des taxes du fait de la loi. Il faudra rétablir une confiance. Pour la rétablir, il faut commencer par l'information. Il faut informer. Il faudrait que la société civile s'en mêle. Il faut que les conseils fiscaux que nous sommes, qui est souvent ce genre d'émission pour informer les gens, parce qu'au Gabon, ils ne savent pas toujours qu'on peut aller voir un conseil fiscal, poser une question et avoir des réponses. Les impôts, entre parenthèses, leur premier rôle, c'est le conseil. Ils peuvent faire tout simplement aller aux impôts, se renseigner. Je parie que mes jeunes collègues seront disposés à donner des renseignements qu'il faut. D'accord. Parce qu'il y a la notion de service. Ce service sera rendu aux impôts. D'accord. Alors, quels sont les effets négatifs, bien sûr, de l'incivisme fiscal sur la mobilisation des ressources? C'est très simple. L'État perd de l'argent. C'est vrai que l'État a des projets, les dépenses fiscales. C'est qu'il y a les recettes et les dépenses. Pour pouvoir dépenser, il faut que l'argent rentre. Si, au lieu de rentrer dans les caisses de l'État, ça va dans les poches. Ça va dans les poches. Le premier perdant, c'est l'État. Et indirectement, la population. L'État perd parce qu'il n'aura plus assez d'argent pour faire des routes. Il n'aura plus assez d'argent pour faire des hôpitaux. Il n'aura plus assez d'argent, par exemple, pour faire des écoles. Et qui est perdant? C'est ceux qui ont très peu de moyens. Quand ils vont à l'hôpital, ils n'ont pas de médicaments. Évidemment, ceux qui sont riches prendront l'avion pour aller ailleurs. C'est le citoyen lambda qui va perdre. C'est le citoyen lambda qui n'a pas d'argent pour envoyer son enfant à l'étranger qui va perdre. Or, si l'État, si tout le monde faisait sa part de job et que les choses étaient faites convenablement,
il n'y aurait pas de problème. D'accord. Et alors, finalement, nous avons tous intérêt à payer volontairement nos impôts. Et que l'administration fiscale doit être efficace et efficiente. C'est-à-dire, quand le contribuable paye, il faudrait qu'il sache que ce que j'ai payé, je dois le payer. Qu'il n'y ait pas comme il dit souvent, de la suspicion, de la réticence. Faudra lever tout ce voile-là. Il faudra qu'on mette en avant la notion de service public. Alors, non la notion de voleur gendarme. Alors, mais ça c'est très compliqué parce que ça relève maintenant de la mentalité, parce que l'habitude est une seconde nature. Oui. Et comment restaurer justement ces valeurs, et notamment à la Direction générale des impôts et dans les autres administrations qui justement ont la délégation de pouvoir de prélever l'impôt. Comment on va y arriver? On peut y arriver, on peut y arriver. Vous savez, c'est quand les gens ne se parlent pas qu'il y a problème. Si les gens se parlent, chacun doit jouer sa partition. Il faut commencer par instaurer la culture du civisme fiscal. La culture veut dire que c'est quelque chose qu'on doit acquérir. On cultive ça. Donc, commencer par les écoles. L'instruction civique. L'instruction civique sont les contribuables de demain. Et l'administration doit aller vers les entreprises, vers la société civile, vers les associations de commerçants, d'entrepreneurs. Il y en a pas mal au Gabon. Je citerai par exemple la FEG. Il faudra qu'ils aillent vers cette association. Je vois par exemple les femmes du marché Montboîte, ils ont des associations. Il faut aller vers ces gens-là pour s'expliquer, avant de créer des lois, qui est échange d'informations, qui est échange de renseignements, et qu'en fait, ça doit être fait comme un client et un service public. Quand on va instaurer cette confiance, tout ira pour le mieux. Il y a des pays où il y a le civisme fiscal. Tout ne s'est pas fait en un seul jour. Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Bien sûr. On est dans la bonne période de restauration des valeurs. La première valeur dans le cas des impôts, c'est le civisme fiscal. Ben justement, on n'a pas défini ce que c'est que le civisme fiscal. Le civisme fiscal, c'est le fait pour un contribuable de payer volontairement ce qu'il doit payer. Je vous ai dit au départ que le système fiscal au Gabon est déclaratif. Donc, en début de chaque année, je dois faire ma déclaration fiscale, remplir ma fiche d'impôt, aller déposer aux impôts. Et si je dois payer quelque chose, on m'envoie ce que je dois payer et je le fais spontanément. C'est-à-dire savoir que je dois le faire, que je ne sois pas obligé d'être contrôlé, que je ne sois pas obligé qu'on court après moi comme un voleur. Je dois savoir que je vis en société. La vie en société nécessite des avantages, des inconvénients, des obligations et des droits. Parmi ces droits, le service public. Parmi ces obligations, payer ma part d'impôt. Nous vivons dans un environnement où la discipline fiscale a foutu le camp, est partie, fuit la pression de l'indiscipline. Et donc, l'incivisme fiscal a pignon sur rue. Ce qui veut dire que c'est très compliqué dans cet environnement, dans ce climat, de faire comprendre aux contribuables que je dois volontairement, par consentement personnel, payer mes impôts. Comment on va y arriver? Ça me préoccupe beaucoup. Je vais vous donner un exemple. L'État, c'est comme une famille, une cuisine. La maman a des enfants. Pour manger, chacun doit faire sa part de travail. D'accord. Bon, un lave les assiettes, l'autre pile les feuilles de manioc, l'autre fait le feu, l'autre débarrasse la table. Chacun joue sa partition. C'est ça l'État Gabon. Nous devons
tous comprendre, chacun doit jouer sa partition. Aussi bien au niveau du contribuable, qui sont des usagers, qu'au niveau des administrations chargées de percevoir l'argent du contribuable, pour que l'État, qui est la maman, puisse donner à manger à tout le monde. D'accord. Et cet incivisme fiscal dont vous parlez, en fait, la loi est très bien faite au Gabon. Le problème, c'est l'utilisation, l'usage de ces lois. Il est plus simple de manger des spaghettis dans une famille au Gabon que de manger la banane ou le manioc planté au Gabon. Nous allons prendre l'exemple des corridors, des différents bacs chiches qu'on donne au niveau des frontières. Par exemple, un conteneur part du port d'Ovendo pour arriver à Montboîte. Combien il y a de barrages au milieu? Toutes ces barrages ne sont pas forcément du fait de la loi. D'accord. Un camion de marchandises part du Cameroun chargé de bananes. Avant d'arriver à Montboîte, tous ces bacs chiches augmentent le prix de la banane. Bien sûr. Cette entreprise, ce transporteur, ce marchand n'est pas un mécène. Il a besoin d'avoir un bénéfice. La banane, tout ce qu'il a payé, ça sera répercuté dans le prix de vente de sa banane. La maman qui vend au détail va s'approvisionner en Montboîte. Cette maman aussi a aussi des bacs chiches à donner à ces différentes personnes qui se présentent à elle, à tort ou à raison. Et ne cherche pas à comprendre. Donc, ça va répercuter le prix dans sa banane. Bien sûr. Et pourtant, au niveau de l'État, il n'y a pas de TVA sur les produits du cru. Bien sûr. Donc l'État n'y est pour rien. Rien. Ce qui fait que ça devient un cercle vicieux. C'est en fait quand l'État enlève une taxe sur un produit, c'est une dépense fiscale qu'il fait. C'est une dépense pour l'État parce qu'il ne perçoit pas cet argent-là. Bien sûr. L'État se prive pour que son peuple mange mieux. Malheureusement, à cause de l'indiscipline de tout le monde, les efforts de l'État sont douchés. Bien sûr, bien sûr. Et la vie devient chère. Et ça devient un cercle vicieux. L'État n'a pas l'argent qu'il était supposé avoir pour faire, par exemple, des hôpitaux, des écoles. Et le contribuable ne mange pas à sa faim. Au lieu de manger la banane, au lieu de manger le folon, il va aller acheter un paquet de spaghettis à 700 francs avec du pain au beurre. On tourne, le cercle vicieux de la malbouffe. Qui dit malbouffe dit maladie. Problèmes de santé. Des problèmes de santé. Puisque l'État n'a plus assez d'argent pour faire des hôpitaux, pour approvisionner les hôpitaux en médicaments, tout le monde perd, tout le monde est perdant. Donc chacun à son niveau doit jouer sa partition. Dans nos maisons du village, quand tu n'as pas lavé la vaisselle, tu ne manges pas. D'accord. Donc quand l'État voit que son enfant n'a pas payé les impôts, d'où les pénalités. C'est normal qu'il y ait des pénalités. Donc on te pénalise. C'est en fait ça. Chacun doit comprendre que chacun a un rôle important. Je dois contribuer en fonction de ma faculté contributive. C'est vrai, on ne voit que des grosses entreprises pignon sur rue. Eux ici se plaignent. Il n'y a que nous qui payons et les autres. C'est vrai. Toutes ces petites taxes-là qui minent en fait le quotidien du Gabonais sont très importantes aussi. Il est temps qu'on s'y plonge, qu'on jette un regard pertinent dans ces toutes petites prélèvements qui en fait entraînent la vie chère malgré les efforts fournis par le gouvernement gabonais. Bon, en dehors des institutions, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte pour jouer un rôle important dans la lutte contre l'indiscipline fiscale? Le journaliste, le quatrième pouvoir. Et madame, votre émission, vous êtes en train de jouer votre partition. Là, les gouvernants vont savoir qu'il y a un problème au niveau de la vie chère. Et pourtant, au niveau de la taxe, l'État a dit que les produits du cru, il n'y a pas de taxe. N'empêche que ma banane, je ne peux pas la payer si j'ai une famille de 10 personnes à nourrir. Maintenant, ils sont au courant. Vous avez un pouvoir.
Je prends par exemple la société civile. Elle a un pouvoir. Les organismes comme la FEG, par exemple, Oui. Fédération des entreprises du Gabon, ils ont un pouvoir. Tous ces gens-là doivent tous s'asseoir et rencontrer les gouvernants, les gouvernants, pour qu'on s'asseye, pour qu'on étudie les différents contours de ce problème. Bien Et sûr. la FEG le fait souvent. Bien sûr. La FEG rencontre souvent le gouvernement, défend très souvent les droits du contribuable en fait. Quand il défend ces entreprises, c'est en fait le contribuable qui est le payeur final. C'est en fait la vie chère qu'il veut alléger. Il joue son rôle. D'accord. Vous êtes en train de jouer votre rôle. Comme les Panama Papers. Comme les Panama Papers. Le journaliste a un rôle très important dans les Panama Papers. Grâce aux journalistes, on a mis au grand jour cette affaire-là. C'est pour ça qu'à la suite de tout ceci, on a décidé au niveau des multinationales qu'il y ait un minimum de taxes à payer de l'ordre de 15%. Parce que le journaliste a fait des recherches, a mis au grand jour Les montages. Comme je les l'ai dit à l'automne. montages financiers, Oui. les optimisations fiscales, les détournements, l'évitement fiscal. Les camouflages. Les camouflages, comme vous le dites, Dans le document. qui gangrènent les efforts d'un État, qui gangrènent les politiques fiscales. dont les grosses entreprises ont maintenant aujourd'hui le devoir de mettre une politique fiscale qui tienne compte de tous ces paramètres. Ils ont l'obligation, la société civile doit jeter un coup d'œil. C'est quoi leur politique fiscale? Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils tirent le maximum de leurs revenus? Est-ce que ces États-là, là où ils travaillent, est-ce qu'ils bénéficient des exonérations fiscales? Est-ce que ces exonérations fiscales, qu'est-ce que l'État a en échange? C'est des questions qui sont vraiment réglées au niveau international. Ça, c'est déjà réglé. Mais au niveau d'un pays en voie de développement, comme le Gabon, nous avons ce problème de civisme fiscal. C'est un gros problème. Restauration des valeurs. Il faut faire la culture du fiscal. La culture fiscale, ça veut dire, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas quelque chose d'inné. Qui dit culture, dit acquérir des bonnes manières. Commencer par l'instruction civique. Ce sont des Gabonais de demain. Savoir que je travaille, je fais des recettes, je dois jouer ma part. Les inspecteurs doivent savoir que je dois taxer le juste. Je ne dois pas taxer plus. C'est là où le bas blesse. Parce qu'effectivement, le contribuable se plaint justement de la taxation de l'injuste. C'est ça le problème du contribuable. Pourquoi on me taxe tel alors qu'il y a ça, alors que tel n'a pas payé ça, alors que. Et c'est ça le vrai problème aussi. Et c'est là ma grosse préoccupation. L'un des facteurs, vous venez de mettre le doigt sur l'un des facteurs de l'incivisme fiscal. L'un des facteurs, c'est la perception que se fait le contribuable de la justice fiscale. Est-ce que c'est équitable? Ouais, c'est la question que le contribuable se pose. Si j'ai l'impression, si le contribuable a l'impression que c'est une injustice, il cherchera tous les moyens d'évitement. Bien sûr. Il cherchera tous les moyens pour s'échapper. Il faudrait qu'on soigne la perception de l'administré vis-à-vis de l'administration publique. Il faudra que des institutions nous montrent, par exemple, en cas de corruption, tel a été attrapé, a été mis en prison. Il faudra qu'il y ait une communication. Il faudra que les gouvernants communiquent un peu plus. Il faut sortir du camouflage. Il faut sortir, comme vous le dites, du camouflage. Il faut que le peuple soit au courant de tout ce qui se passe. Comme il y a eu au niveau international, telle entreprise, telle grosse entreprise dans tel continent, il y a le minimum à payer 7 ans. Il faut que l'État communique. Le ministère des Finances doit communiquer. Il n'y a pas que l'administration fiscale. Bien sûr.
il y a certains impôts qui ont des affectations particulières. Justement, c'est par quoi exemple, les affectations particulières, les impôts? Quand vous payez au niveau de la SEG, si vous n'avez pas un compteur social, quand vous payez la facture, il y a la taxe sur les ordures ménagères qui sert au curage des caniveaux, l'enlèvement des ordures ménagères, qui sert à ça. Mais les gens sur les ordures, les caniveaux sont remplis, ça se déverse sur les routes, provoquant toutes sortes de... Les gens qui savent qu'ils paient cette taxe, quand ils payent leur facture SEG, c'est vrai que c'est indolore pour eux, ils ne s'en rendent pas compte, puisque ça, en fait, ils payent, mais ils se plaignent. Tout le monde se plaint d'ailleurs. Ils se plaignent, mais enfin, je paye ça, mais en face de chez moi, il y a des montagnes d'ordures. Oui. Les caniveaux sont pleins. Oui. Finalement, on demande aux riverains de curer toi-même ton caniveau, de faire la part devant ta porte. Mais cet impôt que je paye, ça va où? On voit encore un exemple. La taxe sur les billets d'avion. Voilà. Ça ne rentre pas dans la caisse de l'État. Ça va à la CNAMGS. Donc, quand vous payez un billet d'avion, il y a un montant que vous payez qui est aussi indolore. Ça va à la CNAMGS. Et dans le même temps, la CNAMGS ne prend pas forcément tout en charge. Parce que quand vous avez la CNAMGS, l'ordonnance des médicaments de la CNAMGS, vous arrivez à la pharmacie, on vous dit tel médicament n'est pas pris en charge par la CNAMGS. Mais vous avez l'obligation de payer justement cette taxe indolore sur le billet d'avion. Une taxe indolore, et n'importe qui ne paye pas cette taxe, ceux qui sont en première classe, c'est classe affaires. Donc eux, ils contribuent à financer la CNAMGS. Vous avez par exemple une taxe sur la formation professionnelle. Et va à la formation professionnelle. C'est une destination particulière. Vous avez par exemple la taxe sur le C2S. Vous avez entendu parler du C2S, c'est la contribution qui va pour la CNAMGS aussi. Vous avez la taxe sur le FNH, oui, sur l'habitat. Oui. Il y a énormément de taxes qui ne rentrent pas dans le budget. Voilà, qui ne rentrent pas dans le budget de l'État. Mais ça va où? Qui rentrent dans ces administrations particulières, ces institutions particulières. Ces taxes ont une affectation précise. Mais dans le Et justement, généralement, c'est les entreprises qui payent ça. Oui. Généralement, les entreprises, voilà pourquoi eux, ils se plaignent. C'est dire que nous qui avons pignon sur rue, nous qui finalement faisons nos déclarations fiscales, et tout est sur notre tête, on doit étendre l'assiette fiscale en voyant d'autres niches fiscales. D'accord. Eux, les entreprises se plaignent. Et d'ailleurs, à raison. Ils se plaignent à raison. Mais aussi le bas peuple aussi crie. Nous venons de parler de la ménagère. La facture de la SEG. C'est vrai que la ménagère, bon, l'État, il y a des compteurs d'État, il y a des compteurs, des gens qui ne payent pas ça. Le petit peuple ne paye pas ça puisque l'État fait un effort de leur donner, d'alléger leurs factures. L'État fait un effort, des compteurs sociaux qui sont la charte de l'État. Et ceux qui payent les vraies factures, ça revient toujours aux entreprises à payer. Quand on fait des contrôles, c'est toujours les mêmes qui payent. Eux aussi, ils crient. Ils se disent, mais enfin, ce n'est pas toujours les mêmes qui doivent payer. Qu'est-ce que ces gens-là feront? S'ils se sentent qu'il y a trop de poids, ils vont essayer de faire l'évitement fiscal. Il faut éviter d'en arriver là. Mais l'exonération que l'État accorde à ces grosses entreprises aussi. J'entends souvent ça. Oui. Une exonération, il y a des raisons. C'est quoi les raisons? Il y a des raisons. Par exemple, une exonération ne se fait plus comme ça. Pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit du fait de la loi de finances. Tous n'ont pas des exonérations. C'est des idées reçues. Tout est dans la loi de finances. Un ministre ne peut plus se réveiller un bon matin, accorder une exonération à une entreprise. Non, il y a des contreparties. Vous êtes exonéré de temps, pendant temps, vous devez quand même faire une déclaration fiscale pour qu'on voit l'impôt que vous auriez dû payer. En échange, vous aurez dû faire telle chose. À la fin d'une période limitée, les impôts reviennent pour voir si l'exonération que vous a accordée, vous avez respecté les engagements que vous avez pris. Si ce n'est pas le cas, on remet en cause
et vous serez obligé de payer ce que vous aurez dû payer s'il n'y avait pas eu cette exonération. Donc, il faut faire très attention. D'accord. Ça, c'est des choses qui se disent. Mais les entreprises souffrent beaucoup parce qu'ils ont pignon sur eux. Tout le monde les connaît. Et ce n'est pas tous qui ont des exonérations. Pas du tout. Mais à un moment donné, quand même, dans les années 2012, 2013, 2014, l'État avait accordé beaucoup d'exonérations aux entreprises. Vous parlez de la zone d'un coq. Oui. Ah oui, justement, il y a eu la nouvelle loi de finances qui a décidé qu'il n'y a plus d'exonération si elle n'est pas dans la loi de finances. Et en échange, il y a des engagements que l'entreprise doit respecter. D'accord. Si ces engagements-là ne sont pas respectés, c'est les impôts qui refont le contrôle. On remet tout en question. Nous parcheminons vers la fin de cette émission. Je voudrais un peu revenir sur votre parcours parce que c'est quand même assez surprenant ce que vous faites. J'ai eu dire que vous êtes le premier inspecteur des impôts à avoir ouvert un cabinet conseil en matière de fiscalité et tout genre confondu. C'est ça? Effectivement, j'ai eu un parcours particulier. Oui, il est particulier. Je suis juriste d'affaires de formation. J'ai fait ma scolarité en dehors du Gabon, donc en Europe, à Paris, en France, et aux États-Unis, au Canada. Je suis revenue dans mon pays. Donc j'ai commencé à travailler comme inspecteur des impôts à la Direction générale des domaines. Et quand je suis arrivée au Gabon, l'administration fiscale avait deux administrations. La Direction générale des contributions directes et indirectes et la Direction générale des domaines. C'était deux administrations fiscales différentes, complémentaires. Déjà aux impôts, il y avait déjà une dame qui était aux contributions directes, dont j'étais la première femme à rentrer à la Direction générale des impôts, des domaines. Un secteur considéré comme très masculin. C'était très masculin. J'ai beaucoup d'anecdotes là-dessus quand j'étais dans le même bureau avec mon collègue inspecteur. Parce que je signais inspecteur H. Zwaoundo. On n'a jamais su ce que c'était un H. Ça pouvait être Henri, n'importe quoi, ou Hélène. Bon, j'ai des anecdotes. Quand on me trouvait dans le bureau avec mon collègue, on s'adressait à moi. On s'adresserait à mon collègue, je veux voir l'inspecteur Zwaoundo. Quand il leur disait, elle a dit non, je ne veux pas la secrétaire, je veux l'inspecteur. Ça, c'est formidable, ça. Je disais, monsieur, asseyez-vous. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça. Et j'ai fait mon parcours à la Direction générale des impôts. Et j'ai été par ailleurs sollicitée d'offrir mes services ailleurs. Tu sais, le Gabon, c'est un pays particulier qui a besoin de ses enfants, qu'on travaille un peu partout pour le compte de l'État. Donc, j'étais à l'administration publique, ensuite j'étais dans les sociétés para-étatiques. À la fin, je me suis dit, bon, j'ai fait mon temps pour l'État, je vais essayer de créer un cabinet de conseil fiscal. Donc, j'étais la première Gabonaise ou premier Gabonais à créer un cabinet de conseil fiscal qui a pignon sur rue à Libreville. Jusque-là, nous avions des cabinets étrangers, les EY, les Deloitte, pour ne pas citer cela. On avait des cabinets étrangers, dirigés, des fonds étrangers, dirigés par des non-nationaux. Et c'était le premier cabinet créé par une Gabonaise ou un Gabonais, tout genre confondu. C'était mon cabinet conseil FisConsult. Et c'est après moi, d'autres Gabonais se sont engouffrés. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Vous êtes une très belle femme, d'accord? Merci. Je ne suis pas à gauche, hein, rassurez-vous. Je suis simplement objective. Merci. Vous êtes une très belle femme et qui a une tête très bien faite. Et une femme de caractère. Très loin des Barbies cosmétiques, bourrées de cosmétiques pour orner le salon. Non, mais c'est autre chose. Une dame de poigne, très belle. Dieu vous en entier. Mais vous tenez ça de qui, cette force de caractère, cette hargne de vaincre? Vous tenez ça de qui? De votre père, de votre mère? Je vais vous raconter une histoire personnelle. Je suis fille de pasteur protestant. D'accord. Donc, au niveau de la théorie protestante, c'est des gens qui ont tout à la sueur de leur front.
au décès de notre papa, j'étais la dernière d'une famille, il y avait mon frère, vous le connaissez tous très bien, je ne donne pas d'abord son nom, le professeur Daniel Onando, pour ne pas le citer. Ok, d'accord. Il était tout jeune à l'époque, il était en Europe. L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre. Donc il m'a récupéré au village, m'a emmenée en Europe toute petite. Et quand je revois à l'époque l'âge qu'il avait, je me dis, mon Dieu, il n'était pas bien vieux. Quelle responsabilité de devenir le papa d'une fille qui était orpheline. Il m'a prise, il a fait de moi ce que je suis devenue. Il m'a souvent dit, ne compte jamais sur quelqu'un, apprends à te battre. Ma sœur, tu es très belle, il faut avoir une tête bien pleine. Il m'a toujours dit, il faut être meilleur parmi les meilleurs, les 1% des 1%. Il m'a dit de ne jamais pleurer. Tombe, relève-toi. Et c'est la personne que j'admire le plus parmi le monde des vivants. Aujourd'hui, devenu professeur agrégé d'économie. Il a fait de moi une juriste. C'est grâce à lui que j'étais à la Sorbonne. C'est grâce à lui que j'étais à l'école des impôts. C'est grâce à lui que j'étais à l'école aux États-Unis pour parfaire mon anglais. C'est grâce à lui que j'étais à HEC Montréal. C'est grâce à lui que j'ai été guidée. Il a été le père que je n'ai pas eu. Donc, et on a des relations père-fille jusqu'à aujourd'hui. Il ne m'a jamais fait des passes droits. On dit qu'il était Premier ministre. Oui. Il ne m'a jamais nommé ministre. Et pourtant, j'en avais des capacités. D'accord. Il a toujours voulu que j'obtienne tout à la sueur de mon front. Et votre cabinet ne vous a pas aidé à... Vous pouvez regarder, vous êtes une journaliste, faites des investigations. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu à la sueur de mon front. Vous lui avez quand même soumis un projet de création de conseil fiscal. Nous parlons à égal. Vis-à-vis de moi, il est un conseil. D'accord. Il est un conseil. Il m'avait dit une fois, je voulais créer une affaire. À l'époque, je venais d'arriver au Gabon. Je vais le voir, je lui dis, j'ai besoin d'une certaine somme pour créer telle affaire. Il me regarde, parce qu'à l'époque, j'habitais chez lui. Il dit d'aller le trouver au salon. J'étais le trouver, il me dit, tu as fait quelles études? J'ai dit le droit des affaires. Ok. Il dit, bon, tu ne sais pas comment on fait pour créer une affaire? Tu veux dire que j'ai raté, que tu aussi tu as raté? Tu as 48 heures pour m'apporter la réponse parce que tu es supposé la connaître. Et en réfléchissant, j'ai trouvé la solution. Et c'était quoi la solution? Aller m'adresser à une banque et avoir le crédit pour créer mon affaire. Je me suis adressée à une banque et j'ai eu le crédit et j'ai créé ma première affaire. Donc, je vais vous dire une chose. Et quand vous êtes retourné, évidemment, il a dit, c'est ce que j'attendais de toi. Ça, c'est formidable. Parce qu'il estime qu'il m'a bien formé. Il m'a très bien formé. Et c'est vrai qu'on n'a jamais soupçonné votre ombre dans son entourage. Hein. Oui, c'est quand même curieux, ça. C'est l'éducation qu'il m'a donnée. Ouais. L'éducation qu'il m'a donnée. Il m'a dit, apprends à te battre. N'attends rien de personne. Comme ça, tu aurais des surprises agréables. C'est ce qu'il m'avait dit. Je n'ai jamais oublié. Et vous ne le regrettez pas aujourd'hui, de toute façon? Non, c'est pour ça que je vous ai dit, franchement, il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Former une personne, c'est lui donner tout. C'est ça la vraie autonomisation. C'est la vraie autonomisation. C'est pour ça, pour en revenir à la période actuelle, je lui espère que le président Oligui suit votre émission. Il faudra former les jeunes Gabonais. Former nos femmes, nos filles. Regardez-moi, vous avez dit, je suis une Barbie. Oui. Je vous dis une chose. Non, vous n'êtes pas une Barbie, vous êtes une marquise. Parce que Barbie, c'est très cosmétique pour orner le salon. Ouais. Or, là, vous êtes une marquise, mais avec une tête explosive. C'est ça. Je suis fière du produit que je suis devenue. Oui. Il faut que la Gabonaise soit fière de ce qu'elle est devenue. Et c'est ce que nous voulons tous, d'ailleurs. La Gabonaise est une belle femme qui se bat tous les jours.
Il faudrait qu'on leur donne des opportunités de montrer ce qu'elles savent faire. Pour parler des affaires, quand vous allez au marché, les 3/4 sont des femmes. Quand la femme a l'argent, la famille mange. Et se porte bien. Donnez aux femmes. Donnez aux femmes des responsabilités. Et le Gabon ira mieux. D'accord. Mais pas n'importe quelle femme, parce qu'on met souvent en avant celles qui n'ont pas le mérite. Excusez-moi, malheureusement, je suis objective. Elles n'ont pas de mérite, elles sont mises en avant. Je suis d'accord avec vous. Alors que le mérite, on le met à côté. Et on sponsorise, on soutient la médiocratie. Dans ces conditions-là, eh ben, je suis désolée, le Gabon ne va pas avancer. Je suis d'accord avec vous. Parce que celles qui sont visibles, les 3/4 sont des tonneaux vides. Il y a une expression qui dit « le tonneau vide fait beaucoup de bruit ». Les vraies femmes au Gabon, il y en a. Oui, il y en a. Il est temps que le président Oligui se penche là-dessus. Bien sûr. Parce que parfois, nous sommes surpris quand nous voyons certaines nominations à certains postes. C'est décevant parfois. La Gabonaise a beaucoup de valeur. Mais les tonneaux vides font du bruit. Des tonneaux pleins ne font pas du bruit. Il faut que le président Oligui recherche les tonneaux pleins. Oui. Il en a plein dans son pays. Oui. Il en a plein à tous les niveaux. Oui. Il y a des tonneaux pleins au Gabon. C'est exact. La preuve est que nous voulons la restitution, la valeur de la femme gabonaise. Il faut commencer par là. D'accord. Restauration de la femme gabonaise pour qu'elle ne soit plus le produit qui est apprécié au plan international seulement, qui est exploité par d'autres pays alors que son propre Gabon en a besoin. En tout cas, Madame Hélène Florence Zoua-Ondo, ça a été un réel plaisir pour moi de vous recueillir, de vous recevoir sur ce plateau, parce que très souvent, je reçois que des hommes, très rarement des femmes, qui ont cette capacité d'échanger, de parler, d'une envolée lyrique. Mais vraiment, je suis très ravie et j'espère vous revoir très prochainement sur ce plateau. Vous me le promettez? Le plaisir est partagé et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. C'est donc la fin de cette émission. On se retrouve mardi prochain à 21h. Mais déjà demain, mercredi à 10h, rediffusion de cette émission. Au revoir.